Aujourd'hui, on va vous parler de notre jeu à succès Vitrillium. On va embarquer tout de suite dans le vif du sujet en vous décrivant le contenu de la boîte. En premier lieu, on a le livre de règles. Très important, tout au long de la partie, il va être utilisé à des fins de référence. Ensuite de ça, on a quelques feuilles de jeu incluses dans la boîte que vous pourrez également recopier à partir de notre site internet. Ensuite, on a le tapis de jeu, ici, sur lequel on va déposer les cartes tout au long de la partie. Ensuite, au centre de la table, on dispose devant nous la carte Apocalypse, les reliques, forteresse, Vitrillium, ressources et général. Les seuls objets que vous allez devoir vous procurer afin d'être capable de jouer sont un crayon et une efface. Alors, comme plusieurs attaques sont portées sur la forteresse, il est important de comprendre son fonctionnement. Premièrement, comprendre pour savoir quelles pièces nous devons ajouter à notre forteresse. La première référence que nous avons, c'est notre carte de personnage. Sur chacune des cartes de personnage, la toute première phrase écrite dans le haut indique la première pièce de forteresse à ajouter. Dans le cas présent, Mortblatt me permet d'ajouter une canonnière. Nous avons un paquet nommé forteresse. Celles-ci peuvent être consultées, ne vous en faites pas. Mon personnage m'offre une canonnière que je trouve et installe à sa place sur le tapis de jeu. Il existe différentes pièces. On peut retrouver la tourelle à 5 points de résistance, la canonnière à 8 points bien entendu. Nous avons également la muraille à 10 points de résistance. Nous avons la citadelle avec un 15 points de résistance. Et finalement, le château que vous avez choisi au début de la partie, qui lui offre 20 points de résistance. Pour atteindre le château, nous devons préalablement briser chacune des pièces de la forteresse en ordre croissant, soit la tourelle, la canonnière, la muraille, la citadelle, avant de pouvoir attaquer le château. Sauf si, bien entendu, les cartes nous disent l'inverse. Si, lors du combat, une pièce est brisée, je la retourne sur mon plateau pour indiquer que celle-ci est détruite. Il n'y a pas moyen de la reconstruire, sauf en cas d'indication particulière ou de pouvoir particulier offert par certains personnages. Pour savoir si vous pouvez ou non ajouter une pièce de forteresse, au début de chaque tour de jeu, si on se réfère à notre feuille de joueur, au début de chaque tour de jeu, si nous avons les ressources nécessaires, nous pouvons construire la pièce de forteresse liée. Par exemple, ici, avec les ressources que j'ai déjà accumulées, je ne pourrais pas construire de pièces de forteresse, puisque je n'ai pas assez de bois. Il me faudrait un tour de jeu additionnel. On se rappelle du feuillet de règles. On disait utile tout au long de la partie. Si on regarde ici en bas, dans la section inférieure, on voit bien étape 1, acheter un morceau de forteresse. C'est à faire avant de piger vos ressources. Ce qui veut dire que si vous n'avez pas les ressources nécessaires, qu'on pige et là, tout d'un coup, j'ai les ressources qu'il me manquent. Je ne peux pas construire ma pièce de forteresse, il est trop tard. Ça ira au prochain tour. Votre tour de jeu arrive. Comment savoir ce que vous pouvez ou ne pouvez pas faire? C'est simple. À la fin de notre livre de règles, nous avons les 4 étapes de pioche que nous allons utiliser tout au long de la partie. Donc, à votre premier tour de jeu, on commence avec l'étape 1. Achetez un morceau de forteresse et placez une arme céleste, si vous en avez une, bien sûr. Donc, je regarde si j'ai les ressources nécessaires pour augmenter ma forteresse. Dans le cas actuel, j'ai les ressources nécessaires pour ajouter une tourelle. Donc, je vais voir dans les pièces de ma forteresse et je trouve une tourelle que j'ajoute tout simplement sur mon plateau de jeu. Et bien entendu, je retire les ressources utilisées pour la construction. Deuxième étape. Acheter ou utiliser certaines reliques. Utiliser des Vitrilliums. Alors, dans le cas actuel, je choisis d'acheter une relique. Pour acheter une relique, on choisit 2 Vitrilliums de notre plateau
et on les détruit. Pour les détruire, c'est simple. On les renvoie sous la pile de Vitrillium. Ceux-ci pourront être réutilisés ou repigés plus tard par les autres joueurs. Troisième étape, piocher une carte ressource. Alors, ce qu'on fait au début de chacun des tours, on pige notre carte ressource, qu'on ajoute, bien entendu, au total de nos ressources. Et la toute dernière étape, l'étape finale, piocher les cartes générales. On doit toujours avoir cette carte en main. J'en ai actuellement 5. Je dois donc piger 2 cartes générales pour compléter ma main. Voilà, nous sommes prêts à commencer à jouer. On commence par étaler devant nous le tapis, qui va nous permettre de fonctionner tout au long de notre partie. Le tapis, en 2 morceaux, qui nous permet facilement de le disposer à notre aise lors de la partie. En premier lieu, on choisit le château qu'on va avoir besoin. Je choisis, moi ici, le château de Gortana, qu'on dispose sur notre tapis de jeu. Ce qui est important à noter, c'est que chaque château possède des aptitudes particulières qui vont influencer le cours de la partie. On va y revenir un peu plus tard. En second lieu, on va choisir un personnage. Je choisis, moi ici, Mortblanc. Tout comme pour le château, a des aptitudes que l'on va pouvoir utiliser tout au long de la partie. Comme pour le château, on le dépose sur le tapis de jeu. On a ici un paquet du nom de ressources. On va épiger 3 cartes. Ce qui est important à mentionner, c'est que c'est seulement au début de la partie qu'on pige 3 cartes. J'ai pigé, moi ici, 3 cartes ressources que je vais prendre et noter sur ma fiche de jeu, ma feuille de jeu, soit 7 pierres, 3 bois et 5 or. Rebrasser le paquet et permettre à la prochaine personne, à son tour, de pouvoir piger les ressources. Ensuite, afin d'être en mesure de commencer le jeu, on va avoir besoin de nos cartes générales, qui sont les cartes les plus utilisées lors de la partie. On en pige 7 lors du premier tour de jeu. Comme c'est des fins de démonstration, je vais étendre les cartes de façon à ce qu'on les voit bien tout au long de la partie. On est d'accord que lors d'une partie, on les garde en main, on évite que nos adversaires voient nos cartes. Alors, suite au tirage au sort, j'ai été déterminé comme étant le premier joueur. Important à noter, que lors du premier tour de jeu, on ne repige pas les cartes que nous avons pigées lors de la mise en place. Je choisis donc de jouer mon premier jeu. Alors, dans les cartes que j'ai en main, j'ai ici une arme céleste. L'arme céleste que j'ai en main, le Tellum Evarat, va être déposée avec le personnage. Important à noter, les armes célestes ont-elles différentes habilités. La première, c'est que l'arme peut être utilisée en tout temps lors d'une attaque pour ajouter des points de dégâts à notre attaque. La deuxième, selon l'arme, elle a une habilité particulière qu'on peut utiliser. Alors, mon premier tour de jeu étant effectué, ça va être au tour de l'adversaire à jouer. Mon adversaire décide de jouer le Barelk. Le Barelk, une créature qui s'attaque directement à mon personnage. Une fois joué, la carte est déposée au cimetière et toutes les cartes suivantes y seront déposées également. Alors, ce qui est important, c'est que le Barelk a différentes aptitudes. Dans le cas actuel, mon adversaire a choisi de m'attaquer directement. Heureusement pour moi, j'ai dans ma main une carte qui me permet de me protéger contre les assauts de différentes créatures ou différentes attaques à ma forteresse. Dans ce cas-ci, le Barelk qui reçoit une contre-attaque qui me permet de renvoyer les dégâts directement à mon adversaire, soit les 11 points de dégâts qu'il souhaitait infliger à mon personnage. Alors voilà, tous les joueurs ont terminé le premier tour de jeu. On arrive au suivant. Un nouveau tour de jeu, on pige une carte ressource, Après la carte ressource, on s'assure de toujours avoir 7 cartes en main. Alors, j'ai joué 2 cartes à mon dernier tour de jeu. Je dois donc piger 2 nouvelles cartes pour commencer mon nouveau tour de jeu. Je suis prêt à mon deuxième tour de jeu. Alors, commençons. J'ai décidé cette fois de ne pas laisser de chance à mon adversaire. Bien entendu, il s'en est pris à moi, je vais me défendre. Alors, première action, j'ai décidé de jouer 2 fois. Premier tour de jeu, je choisis de piger des Vitrilliums. Les Vitrilliums, qui sont le cœur de la partie, le cœur de nos elfes,
vont pouvoir nous servir ici à bien des choses. Alors, la carte que j'avais en main me permettait de piger 3 Vitrilium, que je peux maintenant étaler sur mon tapis à des places déjà déterminées, ce qui va vous permettre de savoir exactement ce que vous possédez et ce que vous manquez. Maintenant que j'ai terminé mon premier coup, j'ai le droit de jouer une deuxième fois. Et là, attention, je joue une deuxième fois. Donc, c'est un autre tour de jeu. Un autre tour de jeu, je pige donc encore une fois les 4 ressources, une carte ressource. Je pige les cartes générales manquantes. J'avais joué encore une fois 2 cartes, je repige donc les 2 cartes manquantes. Me voilà maintenant prêt à ma phase d'action. J'ai ici une action qui porte le nom « Choisis une action ». À l'endos du livre des règlements, on peut voir très facilement dans le haut de la page toutes les actions que l'on peut utiliser avec la carte « Choisis une action ». Dans mon cas, moi, je choisis d'effectuer un combo. Je vais commencer par la carte « Déjà vu ». Toujours une action pour démarrer mon combo. La carte « Déjà vu » me permet de jouer la carte qui va s'en suivre à 2 reprises. Point à noter, lors d'un combo, il est possible pour l'adversaire d'arrêter, de contre-attaquer une seule de mes 2 actions. Alors, avec ma carte de déjà vu, je décide de jouer un Théramidon. On se rappelle au début de la partie, j'avais mentionné que lorsqu'on choisissait un château, tous les châteaux nous donnaient des aptitudes. Dans le cas du château de Gortana, que j'avais préalablement choisi, le Théramidon est amélioré d'une attaque de 4 points. Ce qui veut dire que ma créature qui de base infligeait un 10 points de dégâts, actuellement en inflige 14. Nous n'oublions pas qu'à mon premier tour de jeu, j'avais inclus une arme céleste. L'arme céleste me permet bien entendu d'augmenter de 2 points les dégâts effectués par mes créatures. Je suis donc rendu à 16 points de dégâts. Et parce que je sais que l'adversaire devant moi tentera d'arrêter cette attaque qui est destructrice, j'ai décidé d'utiliser ici l'un de mes Vitriliums. Ce Vitrilium-ci permet que je puisse porter une attaque sans que l'adversaire ne puisse se défendre. Lorsque j'utilise un Vitrilium pour montrer que celui-ci est utilisé et que je ne peux pas le réutiliser, je le revire face contre table à sa position sur mon tapis. Maintenant, mon Théramidon, qui attaquera 2 fois d'une attaque de 16 points, ne pourra pas être bloqué par mon adversaire. Ceci étant, bien entendu, la première partie de mon combo, pour un total de 32 points de dégâts effectués à mon adversaire, qui celui-ci a déjà reçu un 11 points de dégâts préalablement par une attaque qui lui a été renvoyée, pour un total de 43 points de dégâts effectués sur mon adversaire. Je viens ici sur la fiche de jeu et je tiens à vous montrer, juste sous mon doigt, personnages. Tous les personnages débutent la partie avec un total de 40 points de vie. Il est à noter qu'avec une attaque comme celle-ci, je viens de mettre fin à la partie de mon adversaire. Alors, content d'avoir gagné la partie, le sourire m'est un peu descendu lorsque mon adversaire utilise une carte qui lui permet de contrer un Théramidon. Bien entendu, j'avais utilisé un Vitrilium pour me protéger, mais il ne me protégeait que d'une seule des 2 attaques. Donc, mon adversaire a pu contrer la seconde attaque de mon Théramidon et ainsi esquiver 16 points de dégâts. La partie continue. Heureusement pour moi, j'avais utilisé un combo. Donc, c'est toujours à mon tour de jeu. Je décide donc d'utiliser un Pyosifra. Le Pyosifra qui me permettra de faire perdre le prochain tour de jeu de mon adversaire. J'utilise donc le Pyosifra et mon adversaire perd son prochain tour de jeu et me permet donc à moi de jouer une 3e fois. Bien entendu, nouveau tour de jeu, nouvelle carte. Nous repigeons la carte ressource. Ensuite, on complète notre main de carte générale.
J'ai 3 cartes en main, je dois toujours en avoir 7, je pige les 4 cartes manquantes. Comme c'est toujours à moi de jouer, je passe à la prochaine action. Et là, heureux que je suis, regardez mon pauvre adversaire. On se rappelle tout à l'heure, j'ai eu le droit de choisir une carte, et c'est exactement l'effet que j'ai choisi, l'effet d'un combo, qui me permet de jouer 2 cartes, dont seulement une pourra être contrée. Cette fois, j'ai bien l'intention de mettre fin à la partie. J'utiliserai contre mon adversaire un tsunami, un sortilège très puissant qui ruinera sa forteresse. Chacune des parties de sa forteresse sera engloutie sous le poids des vagues de mon tsunami. Pour 8 points de dégâts à chaque partie du château. J'attends pour voir si mon adversaire peut répliquer. Il ne peut pas. J'enchaîne immédiatement avec une seconde carte de mon combo. Celle-ci, encore une fois, je m'attaque à sa forteresse. Je détruis une partie et les points restants s'en vont sur la partie suivante. Pour un total de 14 points à distribuer sur la forteresse. J'ai détruit bien des pièces de la forteresse de mon adversaire. Voyons comment il va réagir. 4 stratégies pour gagner la partie. Il existe 4 façons de vaincre son adversaire. La première, la plus commune, est sans aucun doute d'éliminer le personnage. 40 points de vie, attaque par créature, rendu à 0, le personnage est mort. Victoire. Deuxième méthode, détruire le château. Pour détruire le château, nous devons bien entendu détruire toute la forteresse afin de pouvoir détruire le château. 20 points et le château est détruit. Une autre façon de gagner. Une un peu plus longue, moins conventionnelle, mais que vous pourriez voir, est d'accumuler tous les vitriums existants, soit les 18 vitriums. Finalement, la quatrième et dernière façon de gagner la partie, la plus efficace, mais sûrement la plus difficile à atteindre, déclencher l'apocalypse. Alors, l'apocalypse, la toute dernière façon de gagner. C'est à mon tour de jouer. Je veux faire l'apocalypse et j'ai presque tout ce qu'il faut. Il est à noter que pour déclencher une apocalypse et éliminer tous les adversaires en même temps, nous devrons préalablement avoir cumulé 12 cargaisons de chaque ressource, soit 12 pierres, 12 bois et 12 or. Je devrais avoir à ma possession une arme céleste. Je devrais avoir à ma possession l'amulette de Lugubette, que voici. Je devrais également avoir à ma possession le dragon vaporeux et utiliser un vitrium au choix. Heureusement pour moi, le dragon vaporeux, qui a été vaincu et mis au cimetière, il m'est possible de me le procurer. C'est à mon tour de jouer. Je ne veux pas acheter de partie de ma forteresse puisque je veux utiliser mes ressources pour l'apocalypse. Je vais utiliser mon vitrium en deuxième étape pour récupérer le dragon vaporeux ici de la pile du cimetière. Il est à noter que mon vitrium me permettait d'aller chercher un dragon dans le cimetière. Bien entendu, je prends mes ressources. J'ai actuellement 7 cartes en main après avoir accumulé, après avoir été chercher mon dragon vaporeux au cimetière. Donc, je ne pigerai pas d'autres cartes générales. Donc, j'ai maintenant en ma possession 12 pierres, 15 bois, 12 or, une arme céleste, l'amulette de Lugubette, le dragon vaporeux. Je devrais bien sûr utiliser un vitrium. Heureusement pour moi, j'en ai toujours un en ma possession. Le tout pour déclencher l'apocalypse. Alors, les joueurs qui voudront résister à cette attaque ne pourront le faire qu'à condition d'avoir préalablement trouvé une relique, la rune divine, la seule carte qui pourra protéger un joueur contre l'élimination amenée par l'apocalypse. Si cette carte-là n'est en possession de personne, c'est la fin de la partie, et celui ayant déclenché l'apocalypse se voit vainqueur.
Le principe est simple. Pour acheter une relique, nous devons sacrifier 2 Vitrillium par relique que nous souhaitons acheter. Ce qui veut dire, si j'ai suffisamment de Vitrillium sur mon plateau de jeu, je pourrais bien dire que je prends 4 Vitrillium pour acheter 2 reliques. Ceux-ci s'en vont sous la pile des Vitrillium pour être utilisés plus tard et me permettent de piger 2 reliques. J'ai ici dans les mains le triceptacle, une relique très intéressante, mais comme pour toutes les reliques, il faut bien prendre la peine de lire la carte. Celle-ci nous dit, il accorde un souhait parmi les suivants. Piger 7 Vitrillium. Enlevez 7 points de résistance où vous voulez à l'adversaire de votre choix sans entrave. Choisir une carte au choix chez un adversaire au choix. Reconstruire un morceau de forteresse perdu. Attaquer sans entrave pour votre prochaine attaque. Je dois choisir, pour utiliser cette relique-ci, une seule des options proposées. C'est important. La seconde relique. L'amulette de Lugubette. Cette relique a pouvoir multiple, entre autres celui de déclencher l'apocalypse, confère à son porteur le pouvoir de la mort. L'adversaire doit contrer cette carte avec à la fois un elfe, un dragon et une créature. Sinon, il ne conservera que 10 points de résistance de son personnage. S'il est déjà à 10 ou moins, il redescendra à 1 point de résistance. Alors, votre personnage doit avoir les 3 cartes mentionnées, sans quoi la partie sera difficile. Pour terminer, on vous invite fortement à visiter notre site à leselfesdelavapeur.com pour une variante des jeux, différentes variantes du jeu, les fiches de personnages imprimables à partir de notre site internet et également une application qui vous offrira la même fiche de façon dynamique et numérique. Merci de faire affaire avec les elfes de la vapeur. Amusez-vous bien!